Hope. Bonjour à tous. François-Marie Perrier, donc j'ai commencé à prendre la parole depuis hier, après être revenu d'Angleterre, où je m'étais un petit peu réfugié, quand j'ai su qu'il allait y avoir le confinement en France, et puis comme eh bien, ça devenait peu à peu la même chose en Angleterre, sous la pression de notre président Emmanuel Macron, j'ai décidé de rentrer en France et de commencer ces rendez-vous sur YouTube, parce que c'est important qu'on fasse circuler l'information, qu'on réfléchisse sur ce qui se passe dans ces temps de coronavirus, puisque le président a dit nous sommes en guerre, eh bien on a besoin de l'intelligence et de la réflexion de chacun, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et la première chose que je dirais, c'est remember Tamiflu, remember H1N1, remember la grippe porcine, la grippe A, 2009, le gouvernement, les experts, les institutions voulaient vacciner 30 millions de personnes, voire plus, avec le Tamiflu, un vaccin qui pouvait être extrêmement dangereux, avec du mercure, de l'aluminium, du squalène. Et ça aurait vraiment pu faire une catastrophe sanitaire avec des conséquences très très graves, comme l'avait fait déjà le vaccin contre l'hépatite B. Quand on parle vraiment avec les gens, moi je me rappelle à l'époque, j'étais prof, et j'ai dit, je suis allé voir mes chefs d'établissement, je leur ai dit je démissionne parce que je ne peux pas laisser faire ça. Et là, ils ont commencé à s'ouvrir, à dire qu'effectivement dans leur famille, il y avait eu des problèmes suite au vaccin d'hépatite B, etc. Je peux citer 3 cas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous prépare avec la suite de ce vaccin? Pardon, la suite du coronavirus, je ne sais pas, mais en tout cas, soyons très prudents et surveillons notre gouvernement, surveillons nos experts, surveillons nos institutions, parce qu'ils sont capables de faire n'importe quoi pour d'énormes intérêts financiers. On sait que le coronavirus, le Tamiflu, hein, il y avait des gros intérêts au niveau du gouvernement, et puis c'était un certain Donald Rumsfeld aussi qui avait racheté les droits, et donc c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Et on a frôlé la catastrophe. Combien de milliers ou de dizaines de milliers de drames ont été évités par le bon sens populaire en refusant de se faire vacciner. Finalement, il y a eu quelques morts avec cette grippe. Voilà. Donc rappelons-nous-en, le gouvernement fait attention, hein. Les experts faites attention, ceux qui prétendent protéger la population, demandez dans les populations de ceux qui sont vaccinés, et regardez dans leurs proches, hein, les effets secondaires, et voyez dans la balance où est-ce qu'est le plus grand mal, et où est-ce qu'est la plus grande prudence aujourd'hui, hein, avec la France qui a changé, le monde qui a changé. Voilà. Mais bon, revenons... Quand je dis qui a changé, c'est-à-dire que les conditions de contamination, les conditions d'hygiène sont très différentes d'il y a 50 ans, d'il y a un siècle, etc. Donc on ne peut pas réfléchir pareil. Voilà, qu'il n'y a plus besoin de se défendre contre des choses, c'est pas la peine de continuer à vendre des choses qui sont beaucoup plus dangereuses que la défense qu'on prétend vendre. Alors, j'utilise dans ces séries d'interventions les mythes, parce que les mythes nous parlent des structures de l'esprit humain qui se perpétuent depuis des milliers d'années, et l'histoire est faite par nos pensées, par nos esprits, et connaître les mythes, c'est connaître les structures mêmes de l'histoire. Et ces mythes s'expriment dans des contes, dans des rêves, dans des mythes, donc dans des prophéties, dans des tragédies. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la tragédie oedipienne et de la peste qui s'était établi à Thèbes pendant que Oedipe était tyran de cette ville, dans la tragédie de Sophocle. Et puis, une dernière chose par rapport à la situation actuelle, mais on va en parler pendant tout le long encore de cet entretien. Moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est mascarade. C'est mascarade avec ce coronavirus, cette grippe. Bien sûr, il y a des risques pour les plus exposés qui devraient être protégés beaucoup mieux, hein, en leur demandant, en leur enjoignant de rester chez eux et en leur amenant avec la plus grande bienveillance tout ce dont ils ont besoin.
au niveau affectif et au niveau physique, avec la plus grande prudence aussi. Mais mascarade par rapport eh bien, justement à ces dimensions du masque qu'on va trouver dans la tragédie grecque. Le mot persona, ça veut dire masque, et aujourd'hui, eh bien, tout le monde est masqué hein, dans ce climat de tragédie, de drame dans lequel on veut nous mettre. Des masques protecteurs, mais aussi des masques qui nous dépersonnalisent. Des masques qui cachent aussi ce qui peut se cacher derrière la façon dont cette grippe est gérée. Et finalement, ça devient une caricature, mais c'est souvent les caricatures qui révèlent le plus la vérité derrière les masques, derrière les bienséances, derrière les comédies des discours, et les caricaturistes, eh bien, je ne suis pas pour la caricature et la provocation méchante sur certains sujets extrêmement sensibles quand ça ne fait pas avancer l'intelligence. Mais la caricature, quand elle est bien faite et bien ciblée, eh bien, ça montre la vérité derrière les masques de bienséance. Le pire, c'est que en prenant la parole et en remettant en question les versions officielles, et surtout la façon de gérer les choses au niveau du coronavirus, c'est qu'en tant que citoyen, on va se sentir en danger. On va se sentir en danger de dire cela. Mais le truc, c'est que on se sent déjà en danger par ce climat où on se sent coupable, parce que, étant une bombe humaine en puissance, étant un meurtrier en puissance, on va être verbalisé, on va risquer l'emprisonnement, parce qu'on risque de tuer quelqu'un en transmettant le virus, peut-être qu'on l'a, hein, mais peut-être qu'on l'a pas. En tout cas, il n'y a pas suffisamment de tests pour savoir si effectivement nous sommes des meurtriers en puissance. Et pourquoi il n'y a pas ces tests? Du coup, c'est pratique parce qu'on soupçonne tout le monde. On soupçonne tout le monde, et donc il y a une culpabilisation de la société, de l'individu. Et on sait très bien que celui qui tient le mécanisme de culpabilité chez l'autre, il peut en faire à peu près tout ce qu'il veut. On a ça dans l'Ancien Testament, on a ça dans la tragédie grecque, hein, et on a ça aujourd'hui dans ce climat de tragédie qui règne pourtant dans le pays des Lumières et qui devait être à l'inverse de l'obscurantisme. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le scénario d'Œdipe, cette tragédie de Sophocle, 5e siècle avant Jésus-Christ? Je me rappelle du très beau film, je crois, de Stephen Frears, qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être, où ce médecin chirurgien du cerveau, incarné par Daniel Day-Lewis, à un certain moment écrit ou dit que eh bien, c'est pendant le printemps de Prague, hein, il dit, parce qu'il était en train de lire la tragédie d'Œdipe Roi, et il dit, contrairement à la tragédie de Sophocle, nos gouvernants à nous, c'est-à-dire ceux qui étaient en train de permettre à la population tchèque et tchécoslovaque, pardon, la population tchécoslovaque à l'époque, de s'exprimer, finalement, ils étaient en train de renoncer au pouvoir, progressivement, en laissant la liberté d'exprimer, et ce médecin-là, incarné par Daniel Day-Lewis, disait, mais eux, contrairement à Oedipe, quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, eh bien, ils ne se crèvent pas les yeux. Voilà. Quand ils se rendent compte que c'était des tyrans, qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont aveuglés, ils ne se crèvent pas les yeux. Alors moi, je ne souhaite pas du tout que notre président, qui s'aveugle aujourd'hui, et on va voir comment, à travers l'éclairage de la tragédie grecque, je ne souhaite pas du tout qu'il se crève les yeux. Je souhaite que personne ne soit victime de cela, mais je souhaite que chacun soit à sa place, que quelqu'un qui n'est pas légitime ne soit pas à la place en emmenant tout le monde dans la tragédie, voilà, pour se sauver lui-même et sauver son système. Donc c'est pas un règlement de compte, c'est pas question de chercher des boucs émissaires. On va revenir sur cette idée du bouc émissaire parce qu'elle est centrale dans la tragédie grecque, comme dans la culture judéo-chrétienne, mais aussi dans la culture indienne, c'est-à-dire qu'on va sacrifier un animal
pour racheter le peuple, pour que le monde dure encore, hein, etc. On va offrir une victime au Dieu, au singulier ou au pluriel, ou bien à l'ordre du monde, hein, pour que le bon ordre du monde continue, ou se sortir d'une situation problématique. Et encore une fois, moi je parle par patriotisme, je parle par sens de la responsabilité, en cherchant à amener le meilleur de ce que j'ai pu comprendre. Et comme Oliver Stone, le réalisateur américain qui critique beaucoup les États-Unis, Bush, etc., en fait il le fait parce qu'il aime son pays, hein, c'est toujours ce qu'il dit, qui aime bien châtie bien, Monsieur le Président, messieurs et mesdames, les représentants des autorités, vous nous châtiez bien actuellement, hein, en nous mettant à l'arrêt comme ça, donc nous aussi on vous aime et c'est pour ça qu'on vous dit quand vous plantez, ou quand vous risquez de faire du mal, on vous châtie bien aussi, c'est la moindre des choses, hein, on est dans une situation d'égalité, on est en démocratie. Voilà. Alors, sachant que les experts, on voit à quel point ils ont pu se planter à certains moments, et donc il faut les interpeller, parce qu'il y a aussi beaucoup d'écoles différentes d'experts, il y a toutes sortes d'experts. Tous les experts ne sont pas du même point de vue, il y a toujours des écoles de pensée. Et donc il y a un enjeu très grand dans cette confiscation du sentiment de culpabilité, parce que qui dit culpabilité dit faute, dit justice, dit rétablir un équilibre, dit accès ou pas à la liberté, dit protection du groupe ou pas en jugeant celui qui est coupable. Donc c'est voilà, c'est pas anodin tout ça. Et le scénario aujourd'hui, qui est celui que vit la société française, la population, c'est: vous êtes des coupables en puissance, donc nous vous enfermons chez vous parce que vous êtes des meurtriers en puissance. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement violent ce que subit la population française, d'autant plus que ça ne protège pas les personnes les plus exposées, véritablement, et c'est pas en enfermant encore plus de personnes qu'on va les protéger. Voilà. Donc c'est pas en remettant encore un système à la chinoise, une dictature, ou comme au Maroc, qui est aussi notre dictature, avec laquelle on fait beaucoup d'argent, comme avec la Chine, d'ailleurs. Alors, Oedipe, donc, est le fils de Laios. Laios, le père d'Oedipe, à un certain moment, est accueilli par un roi du Péloponnèse, et là, il viole le fils de ce prince du Péloponnèse. Une autre version dit que c'est pendant qu'ils vont aux Jeux Olympiques que eh bien, le père d'Oedipe, le futur père d'Oedipe, va violer ce jeune qui s'appelle Chrysippe, je crois bien. Bon, j'ai oublié son nom, peu importe. Et donc on fait de Laios, le père d'Oedipe d'ailleurs, un peu l'archétype, le premier des violeurs, des voleurs pédérastes, dans le sens de la pédérastie, alors pas la pédérastie grecque, qui était institutionnalisée, mais qui a été complètement insupportable, et l'expression du système patriarcal de domination, de confiscation du pouvoir par les hommes, et à l'intérieur du groupe des hommes, d'oppression des plus jeunes par les plus âgés. Mais on fait donc de Laios le père, non seulement c'est le père d'Oedipe, ça sera le père d'Oedipe, mais avant d'être le père d'Oedipe, eh bien, il avait violé ce jeune, et on a fait de lui l'archétype donc des violeurs d'enfants dans la culture grecque. Voilà, on va faire une première pause ici pour permettre de changer la carte mémoire.